Notre invité ce soir, Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir, Michel. Monsieur le Premier ministre, l'arrivée heureuse du printemps marque pour vous l'entrée dans l'acte 2 du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors, un virage après la rupture, vous nous le direz, moment ô combien charnière avec la crise et les débats qui s'enveniment sur les réponses à apporter et sur la poursuite des réformes. Pour vous interroger, ce soir, Karl Meeus du Figaro Magazine, Didier Micouan en face du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire, et à côté de moi, Michel Labro, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Au cœur des débats actuellement, il y a le bouclier fiscal. Et à la veille de la grève de jeudi, Pierre Megnery entend bien défendre sa proposition d'une contribution pour les plus hauts et même les très hauts revenus pour que personne ne soit dispensé des efforts. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, je suis favorable à ce qu'il y ait de la justice fiscale. Et je suis très favorable aux mesures qui sont prises d'allègement pour ceux qui sont dans la première tranche. Je trouve qu'on ne revient pas sur une décision aussi importante que celle du bouclier fiscal. Dans notre pays, on paiera 50% au maximum de ses revenus en impôts. Au-delà, je pense qu'on décourage les gens de rester en France et à ce moment-là, on n'a pas intérêt, je pense, économiquement à ces départs. Donc je trouve ce débat malvenu. Nous avons eu un consensus général au moment de la politique fiscale. On a fait l'augmentation de la PPE, on a choisi d'alléger l'impôt des classes moyennes, on a choisi notamment la baisse de la restauration en matière de TVA. Tout ça est un ensemble. Je pense qu'on déséquilibrerait fortement l'ensemble de notre politique fiscale si on revenait sur nos engagements. Michel Labro. Mais Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'à circonstances exceptionnelles comme l'est cette crise, il ne faudrait pas une mesure exceptionnelle et revenir sur ce qui apparaît pour beaucoup de Français comme presque un symbole d'iniquité? Est-ce que ça n'aurait pas été une solution? Je ne crois pas que dans la crise, on va s'en tirer par les symboles. Je crois que dans la crise, on s'en tire par l'investissement. C'est la nécessité aujourd'hui de mobiliser des moyens pour créer de la richesse, créer des services et des produits pour les générations futures, pas pour maintenant, mais donner du travail aux générations d'aujourd'hui. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est la dette qui est une dette d'investissement et cette dette d'investissement, elle est aujourd'hui nécessaire pour notre pays et je pense que nous n'avons pas à changer notre politique fiscale aujourd'hui. On a fait les allègements pour les plus modestes, il faut en rester là. Est-ce que vous ne craignez pas que, de la même manière que les socialistes ont traîné comme un boulet les 35 heures, la droite risque, pour un déficit de communication, au fond, quel que soit ce qu'on peut penser de la mesure, de traîner cette histoire de boulet fiscal pendant des années et peut-être perdre des élections en 2012? Écoutez, le bouclier fiscal, c'était le seul sujet de politique économique sur lequel la gauche était d'accord. C'était le seul sujet sur lequel les militants du Parti socialiste étaient capables de se mettre d'accord. Et on serait en train de leur donner raison, alors que ce n'est ni notre politique, ni notre conviction, ni notre action. Donc clairement, ne donnons pas cette satisfaction à la gauche, restons dans notre engagement avec notre plan de relance, faisons en sorte que ça aille plus vite et traitons les vrais sujets, la crise industrielle, la montée du chômage des jeunes et un certain nombre de sujets qui sont graves. Aujourd'hui, je suis très préoccupé par la situation sociale. Je souhaite qu'on traite les vrais débats et qu'on ne fasse pas des polémiques de cette nature qui sont en fait, de mon point de vue, des polémiques politiciennes. Mais quand Philippe Séguin, qui n'est pas suspect de vouloir avantager la gauche, dit que le bouclier fiscal, si demain on doit pour sortir de la crise augmenter les impôts, le bouclier fiscal risque d'épargner cet effort à toute une catégorie de la population et ça n'est pas compréhensible, ça n'est pas audible par le reste des Français. Il n'y a pas des pistes à explorer, par exemple, exclure la CG et le CRDS? Franchement, si vraiment pour sortir de la crise, on augmente les impôts, je crois qu'on fera le contraire de ce qu'il faut faire pour le pays. Ce n'est pas par l'augmentation des impôts qu'on réglera ni les questions de justice, ni les questions de développement. C'est un choix de politique économique. Nicolas Sarkozy a été élu pour ça. Il s'est engagé sur la baisse des impôts. Quand on a été élu sur une stratégie, on la maintient, on garde le cap. Et regardez aux États-Unis, Barack Obama augmente les impôts pour les plus riches. Écoutez, c'est un mauvais exemple. C'est un débat qui a été tranché. La loi TEPA a été présentée au Parlement, elle a été votée, cela est décidé. On n'a pas, je crois, dans des situations difficiles, à avoir la main qui tremble. Le pays a besoin d'une main ferme. La main ferme, c'est celle du président, et on va dans cette direction. C'est-à-dire revenir sur certains aspects ou certains dogmes du sarkozysme serait
d'avoir une main qui tremble? On peut discuter de tout, oui, mais pas d'un texte dont on a débattu et pour lequel on a sorti un certain nombre de mesures sur le plan parlementaire, et encore tout récemment en supprimant une tranche de l'impôt sur le revenu. Tout ceci fait partie d'un équilibre financier, et on ne touche pas une brique sans naturellement fragiliser l'ensemble. C'est pour ça que je suis pour qu'on en reste où on en est. Et j'invite la majorité à s'occuper des vrais sujets des Français plutôt que des polémiques de cette nature. Donc vous êtes en désaccord total, par exemple, avec également Gérard Larcher, qui estime, lui, qu'en 2007, le bouclier fiscal avait sa logique, mais qu'aujourd'hui, la situation est différente. Je l'ai dit ce matin à la réunion autour du président de la République, Pierre Ménry était là, d'autres étaient là, j'ai dit clairement ma position. Il y a des sujets sur lesquels les amendements sont des avancées, il y a d'autres sujets sur lesquels les amendements sont des missiles. Donc je ne suis pas favorable à ce type d'amendement. Voilà, des missiles qui renforcent ceux envoyés par la gauche. Par exemple. Didier Miquane. À la veille d'une manifestation, d'une journée de mobilisation qui s'annonce massive et qui est soutenue, selon un sondage pour les Échos, par 74% des Français, est-ce que le gouvernement a raison de dire qu'il n'y aura pas de nouvelles aides et donc de fermer en quelque sorte la porte? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un geste? Je pense que de toute façon, il faut écouter cette manifestation. Il ne faut pas prendre cette manifestation à la légère. Les inquiétudes des Français sont profondes. La douleur d'un certain nombre de compatriotes est vraiment très vive dans un certain nombre de bassins d'emploi. Ce n'est pas vrai dans tout le territoire. Dans mon propre département, il y a des zones vraiment où la situation est quasi dramatique et d'autres zones où la situation est satisfaisante. Donc il ne faut pas généraliser, mais il faut penser à tous ceux, notamment dans l'industrie aujourd'hui, qui ont le sentiment d'être fauchés et d'être privés d'avenir. Et donc vis-à-vis de ces gens-là, moi j'appelle à un discours de responsabilité, un discours d'ouverture, un discours de dialogue, que l'on chasse tout mot, toute attitude de brutalité. On n'est pas dans une société dans laquelle nous devons ignorer les questions de violence. La violence sociale, elle est au fond de notre société, elle est dans la crise, soyons très attentifs, avec responsabilité. Oui à la dynamique du mouvement qui a été enclenché par le président de la République, mais oui aussi à une sorte d'éthique de la sagesse pour faire de la cohésion sociale la priorité du moment. À qui pensez-vous là? À qui vous adressez-vous? À Nicolas Sarkozy directement? À tous ceux, non, mais je pense dans le débat politique, surtout aux hommes politiques. Au langage. Quand j'entends ici ou là des insultes ou des mots forts ou des situations qui sont dangereuses ou des attitudes qui seraient à un moment ou à un autre méprisantes, je m'adresse à tous ceux qui parlent. C'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les femmes et les hommes politiques. Ayons conscience de la dureté des temps. Et donc agissons avec responsabilité en respectant une éthique de la sagesse qui est que la France est en cristal, je le pense depuis longtemps, et il faut veiller à sa protection. Est-ce que la façon dont François Fillon s'est adressé aux syndicats vous paraît conforme, je veux dire, à cette attitude? Parce que il leur a presque d'avance opposé une fin de non-recevoir. Je pense qu'il faut naturellement pas mettre une sorte de prime à la manifestation. Donc le Premier ministre a raison d'expliquer qu'on ne va pas refaire un sommet social tous les jours. Mais la main, en période de crise, la main du gouvernement doit rester toujours tendue. Il est clair que nous devons éviter une déchirure sociale. Aujourd'hui, avec la jeunesse, avec ceux qui sont dans le secteur industriel, avec un certain nombre de seniors sans espoir, nous sommes au bord de graves déchirures sociales et donc ce n'est pas la responsabilité de l'exécutif de ce jour. La crise mondiale est très violente, on n'en connaît pas encore le périmètre ni la profondeur. Il est clair qu'il faut être très responsable et pour cela avoir une attitude très ouverte et protéger la cohésion sociale de la France. Bon, mais ça, ce sont des éléments de langage que vous suggérez, mais est-ce que les syndicats demandent sont des gestes supplémentaires? Moi je suis tout à fait ouvert à ce qu'il y ait des gestes supplémentaires. Ah oui, et donc je ne suis pas dans l'exécutif directement. Oui. Je sais que j'ai vu Martin Hirsch tout à l'heure, il travaille sur les questions de la jeunesse. Il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être développés. Moi j'ai une idée, je peux vous la dire aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait lancer une action de contrat de plan État-région pour les jeunes. Parce que les régions sont en charge de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, que c'est au niveau souvent local qu'on peut fournir des stages, assurer une insertion professionnelle. Je crois que l'État mettant des moyens, les territoires mettant d'autres moyens, comme on a su le faire à plusieurs reprises, un contrat de plan État-région
pour l'emploi des jeunes et l'insertion des jeunes me paraîtrait une bonne démarche, parce que ça, c'est vraiment une action qui relève de la République décentralisée, puisque les collectivités locales ont une mission, l'État a une mission. Ensemble, on peut engager un programme. Je pense que l'action en faveur des jeunes devient une priorité nationale. Donc il ne faut pas fermer la porte à toute initiative. Il faut rester la main tendue avec les différents partenaires. La crise est grave et les blocages, naturellement, auraient de conséquences graves. Karl ? Laurent Fabius, la semaine dernière, parlait d'une révolte possible. Olivier Besancenot était allé en Guadeloupe, il l'a dit lui-même, pour apprendre, savoir comment ce mouvement pouvait éventuellement être, j'allais dire, importé en métropole. Est-ce que vous craignez une contagion, une violence, là, une coalition d'un ensemble de mouvements qui aboutirait à une sorte de grève générale ? Je crois que tous ceux qui rêveraient d'importer des Antilles, des difficultés sur la métropole, se trompent et jouent avec le feu. Je pense que la vraie sagesse du responsable politique, c'est certainement pas d'attiser les braises, c'est au contraire d'essayer d'apaiser les situations. Je crois vraiment et très sérieusement qu'il y a des risques dans notre société de désespérance. Et donc, quand il y a des risques de désespérance, parce que la crise est extraordinairement violente, elle est extraordinairement rapide. Depuis le temps que je fais la politique, j'ai jamais vu une crise aussi rapide sur le terrain avec des préoccupations d'emploi. Mais il y a vraiment des secteurs qui vont bien. Le Futuroscope a fait un très bon mois de février, plus 7%. Et à 25 km de là, vous avez le bassin économique de Châtellerault qui connaît des difficultés majeures. Donc il faut être attentif. Il y a de la désespérance dans certains endroits. Les remontées mécaniques ont fait un très très beau mois de janvier. Les sports d'hiver ont bien fonctionné. Donc c'est pas vrai que tout le monde est malheureux dans le pays, mais c'est vrai qu'il faut être attentif à tous ceux qui souffrent, notamment ceux qui sont dans le secteur industriel et qui ont un emploi qui se trouve menacé. Karl citait Laurent Fabius il y a un instant. Laurent Fabius qui a été traité de rapace par le porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, qui reprenait là le mot de François Chérec adressé à Olivier Besancenot. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot utilisé à l'encontre d'un ancien Premier ministre ? Je pense que aujourd'hui, nous devons éviter toute brutalité, y compris la brutalité verbale. Il y a de la violence dans la société, on le voit avec les bandes de jeunes, on le voit avec un certain nombre de sujets. L'homme politique doit être porteur d'apaisement et pas porteur de brutalité. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont éclaté récemment, enfin je pense à Continental, à Total, où on a le sentiment que les politiques restent impuissants en dépit parfois de leur discours et de leur volonté, puisque il n'est pas certain que Nicolas Sarkozy, il est certain que Nicolas Sarkozy a eu envie de faire quelque chose, mais au bout du compte, quoi, quelle est la réponse ? Mais écoutez, je pense qu'on est dans des secteurs qui sont très différents d'ailleurs, parce que Total, au global, crée des emplois dans notre pays. Et je crois que ce n'est pas l'intérêt de la France que Total aille installer ses entreprises, ses installations à l'extérieur de la France. Comment vous expliquez la cacophonie gouvernementale autour de cela alors ? Entre Luc Châtel et François Fillon, donc. Hein. Et Laurent Wauquiez. Luc Châtel, c'était sur Continental, qui avait lancé un scandale. Peut-être qu'il y a là une expérience à acquérir. Je note que les plus sages sont ceux qui ont le plus d'expérience. Mais il est clair que nous avons aujourd'hui à parler avec Total, parce que Total, en effet, peut donner à un moment le sentiment d'être incompris. Et c'est pas la première fois que Total a des problèmes de communication. Je me souviens dans l'Ouest d'une certaine marée noire où on avait bien vu que ce n'était pas dans la nature de cette entreprise de toujours trouver les mots justes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on traite la question celle des pneus, c'est-à-dire au fond celle de toute la filière automobile. Et qu'on puisse là, comme le président s'y engager, et pour cela, non seulement la France doit faire des efforts, mais l'Europe doit aussi coordonner les siens, on doit avoir, sur un certain nombre de secteurs industriels, des plans qui vont venir compléter notre action de relance. Ça, c'est, je crois, très important pour des secteurs industriels. Parce que, quand je vous parle de désespérance, quel que soit le jour où la reprise sera là, on dit fin 2009, d'autres disent 2010, certains 2011, il y a un certain nombre de gens qui se disent aujourd'hui, oui mais moi mon entreprise, elle ne sera de toute façon plus là parce qu'elle n'est plus dans l'air du temps, parce qu'on ne fait plus des voitures comme ça. Il y a une désespérance. Et c'est ça qu'il faut traiter. Donc il faut trouver un avenir avec de nouvelles voitures, avec une nouvelle forme de croissance, pour donner un avenir à des gens qui se croient désespérés. Et c'est ça, je pense, une réponse sociale que nous devons apporter aujourd'hui dans le pays. Et ça passe par une attitude d'ouverture. Et donc une manifestation, c'est une manifestation où il faut avoir de l'attention. Certes, tous n'ont pas dans notre pays la faculté de manifester.
donc il y en a qui manifestent plus facilement que d'autres. Il faut penser aux usagers, c'est pour ça qu'on a fait un service minimum. Mais je pense qu'à cette occasion-là, il faut être conscient qu'il y aura dans la rue des gens qui souffrent, et ceux-là, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que le pouvoir politique ne les écoute pas. Mais, Monsieur le Premier ministre, mais quelle réponse on va leur apporter? Parce que ça, ce sont des sentiments. Mais qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vous parle d'un programme jeune, je vous parle de programmes sectoriels. Aujourd'hui, l'automobile, demain l'aéronautique. On a un certain nombre d'initiatives, y compris avec nos partenaires. Nous avons, à l'initiative du président de la République, le 2 avril, un sommet pour réguler le capitalisme, pour faire en sorte qu'on lutte contre les paradis fiscaux, et peut-être qu'on ait certains comportements que nous trouvons aujourd'hui scandaleux, d'un certain nombre de bonus qu'il va falloir régler. Donc tout ceci, ce sont des actions concrètes que nous devons mener, mais naturellement, nous sommes dans un système de globalisation, et donc pour un grand nombre de remèdes, nous ne devons pas avoir qu'une solution nationale, mais une solution européenne, voire internationale. Karl, vous disiez tout à l'heure qu'il faut être attentif Oui. aux Français. Est-ce que vous trouvez que Nicolas Sarkozy l'est assez? Et au fond, est-ce qu'il ne devrait pas faire comme, j'allais dire, du Raffarin et du Chirac, comme vous faisiez à une époque, à l'écoute des Français? Je crois que nous n'avons pas le même tempérament, les mêmes aptitudes, et que ce serait un schéma impossible. Mais très sérieusement, je crois qu'il a une bonne attitude quand il va sur le terrain, dans les usines, et qu'il ne coupe pas le fil. Ce qui est très important, c'est qu'il ne s'enferme pas dans son bureau. C'est vrai que la logique des crises, très souvent, a conduit un certain nombre de responsables politiques à rester enfermés et donner le sentiment qu'il est loin du terrain. Il était dans le dos aujourd'hui, il va dans les entreprises, il parle avec les uns et les autres. Ça, je pense que c'est une attitude responsable et qui correspond à l'éthique de sagesse que j'appelle. Mais il faut que tout autour, on soit vraiment centré sur ces sujets et qu'on ne cherche pas des querelles sur le bouclier fiscal, sur un certain nombre de débats parlementaires, y compris sur le débat sur l'OTAN. Je pense qu'il y a des sujets qui sont majeurs aujourd'hui. Je dis en priorité pour moi l'insertion professionnelle des jeunes. C'est une question majeure et là qu'on consacre notre énergie et qu'on trouve un certain nombre de solutions. Je pense qu'on va en trouver. j'ai entendu une critique dans votre bouche, Jean-Pierre Raffarin, sur peut-être le trop grand Vous êtes venu avec cette idée. Vous êtes venu avec cette idée. Parce que quand vous félicitez de voir Nicolas Sarkozy aller sur le terrain. C'est par comparaison à Jacques Chirac qui restait trop à l'Élysée? Non. Avec Jacques Chirac, nous partagions les responsabilités. Nous étions dans une autre forme de gouvernance. Donc j'étais moi-même sur le terrain. Donc les choses étaient très différentes et pas comparables. Il y avait un Premier ministre à l'époque. Et qu'il s'entendait très bien avec son président et donc il pouvait partager avec lui un certain nombre de responsabilités, y compris celle d'aller sur le terrain. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy est très lucide dans la situation. Il a été très réactif. C'est lui qui a enclenché la coordination mondiale, notamment avec le G20, c'est très important. Il a fait un plan de relance stratégiquement bien pensé, pertinent sur les dossiers importants. Il a pris des mesures sociales après le sommet social réuni. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets sectoriels qui sont encore à traiter et je pense que globalement, l'insertion des jeunes devient la priorité des priorités. Didier Miquane. Est-ce que dans cette période, il ne faudrait pas modifier son programme de réforme, faire un tri dans certaines réformes, se fixer certaines priorités et plus des réformes tous azimuts comme ce qui a été lancé? Bon, je pense que les réformes qui sont lancées sont utiles. Je pense que la réforme dite du millefeuille que propose M. Balladur est un sujet qui est utile parce que c'est un sujet qui peut rendre l'action publique plus efficace, moins coûteuse et plus lisible. Donc ça fait partie de ce dont nous avons besoin, y compris d'ailleurs pour traiter avec les régions sur les questions des jeunes. Je pense que la réforme de la justice, sur la loi pénitentiaire, où on a vraiment dans nos prisons une situation indigne, est une réforme urgente et donc il faut pouvoir la poursuivre telle que Rachida Dati l'a engagée. Elle a été sacrément remaniée par le Sénat, au point d'ailleurs de désavouer Rachida Dati. Non, de compléter. Je veux dire que on a le droit de dire, et moi je l'ai dit, je soutiens Rachida Dati, mais j'ai fait aussi partie de ceux qui disent que dans les prisons, je souhaite qu'il n'y ait qu'une seule personne par cellule, parce que je crois vraiment qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une dignité maximum et qu'on fasse tout pour aider le délinquant, le condamné, à pouvoir retrouver les voies de l'insertion à la sortie de la prison. Et donc il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent essentielles, nous l'avons dit au Sénat. C'est ça la sagesse sénatoriale aussi, c'est d'améliorer les textes en respectant le ministre, mais en disant sur ces sujets-là, nous avons des convictions fortes et nous voulons cette décision et nous ne cédons pas. Alors, le travail du dimanche, par exemple, qui a été reporté une première fois, est-ce que... La probabilité que ce texte soit
passer devant le Parlement avant l'été me paraît aujourd'hui forte. Il y a un consensus maintenant qui est à peu près acquis. Nous avons sur les zones touristiques, personne n'a de problème sur ce sujet. Nous avons défini la nature des grandes surfaces qui étaient concernées. Nous avons défini le contexte, le nombre de jours et de dimanches concernés. Donc aujourd'hui, la proposition de loi Maillet me semble consensuelle. Donc il y a encore quelques résistances, mais je ne crois pas qu'il y ait de véritables oppositions idéologiques, comme c'était le cas au début, puisqu'au fond, c'est pas le travail le dimanche, c'est les dérogations au non-travail du dimanche qui sont aménagées. Donc c'est les anciennes lois qui sont aménagées, et c'est la dérogation au travail du dimanche qui est aménagée. Donc c'est pas le travail du dimanche qui est autorisé. Est-ce que c'est pas alors beaucoup de bruit pour rien, d'une certaine façon? Parce qu'on aurait pu se passer de te... Mais c'est vrai, mais avouez que vous ne nous faites pas toujours la partie facile, parce que quand les choses se passent bien, vous dites c'est la dictature, ça va tout seul, il n'y a pas de journaliste. Non, mais je veux dire, quand ça va très bien, c'est qui décide de tout, c'est qui veut tout, et quand ça résiste un peu, ça discute, alors là c'est la pagaille. Donc il faut, ou on est dans un système de dictature, ou on est dans un système de pagaille. Eh bien non, on est des parlementaires responsables, et donc moi j'étais pas favorable au texte sur l'audiovisuel, je me suis abstenu en première lecture, je l'ai voté en seconde lecture, pourquoi? Parce que c'est pas au moment où des Français ont des problèmes d'emploi qu'on va faire une crise politique sur une question audiovisuelle. Donc il y a une question de responsabilité et de sagesse qui compte, et c'est ce que je crois est utile aujourd'hui. Alors, autre débat qui divise également à droite, le retour plein de la France dans l'OTAN. Est-ce que vous approuvez d'abord le choix du gouvernement d'engager sa responsabilité, donc qui évite tout débat et qui fait rentrer les récalcitrants de l'UMP dans le rang? Écoutez, s'ils étaient vraiment très récalcitrants, ils n'auraient pas à rentrer dans le rang. S'ils rentrent dans le rang, c'est qu'ils acceptent cette position globalement. Donc il est toujours possible de se mettre en marche si on a vraiment une conviction très très forte et si on estime devoir l'exprimer. Donc je trouve ça normal. C'est une vieille tradition de la Ve République. Oui. Bon, et au Sénat, les sénateurs socialistes et de gauche d'ailleurs ont quitté l'hémicycle, estimant que le Sénat était méprisé par le gouvernement, là également. Pour être très franc avec vous, pour être très franc avec vous, moi, je n'aime pas, je suis plutôt triste quand je vois le Sénat hémiplégique. Mais c'était la faute de la gauche qui a joué la chaise vide, et je pense que c'est jamais bon de jouer la chaise vide. Et donc cette image d'un Sénat hémiplégique n'était pas bonne, et je trouve que les socialistes ont eu tort de ne pas rester dans ce débat-là. Il y a des procédures, ce qui a été fait par le gouvernement est constitutionnel. Le gouvernement, il a une légitimité, il y a eu des élections présidentielles, il y a eu des élections législatives. Ce que fait le gouvernement n'est pas une décision arbitraire, c'est une décision fondée sur une légitimité. On peut être contre, on l'exprime, il va y avoir un débat la semaine prochaine. Monsieur Fabius s'est exprimé à l'Assemblée nationale et les socialistes sont restés à l'Assemblée nationale. Très franchement, vous voyez, ce sont des attitudes un peu brutales. Je trouve que dans la période de crise, il faut éviter toute attitude brutale, y compris de quitter un hémicycle et de refuser un débat. Didier. Mais la réforme constitutionnelle qui donne davantage de pouvoir au Parlement prévoyait d'organiser un débat avec vote dans chacune des assemblées sur cette déclaration. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'a pas fait? Écoutez, la réforme constitutionnelle, elle se met en place. Mais c'est quand même un joli paradoxe que ceux qui n'ont pas voulu de cette réforme constitutionnelle viennent aujourd'hui nous reprocher de ne pas l'appliquer et de l'appliquer à notre rythme. Donc soyons un peu sérieux. S'ils avaient vraiment tenu à ce que ça fonctionne plus vite et mieux, ils auraient dû nous soutenir davantage quand on a voulu réformer la Constitution. Quand même, le président des sénateurs socialistes estime que le gouvernement aurait pu être en minorité sur cette question. Est-ce qu'il connaît bien le groupe UMP du Sénat et sa sphère gaulliste? Écoutez, très franchement, j'ai beaucoup de considération pour Jean-Pierre Bel, qui est un sénateur tout à fait estimable et honorable. C'est un président de groupe compétent, donc je ne conteste pas sa compétence en matière d'effectifs socialistes. Pour ce qui est des effectifs de l'UMP, je suis premier vice-président de l'UMP. Je connais mieux, je crois, l'UMP que lui. Et sur ce sujet, faites-moi plutôt confiance à moi qu'à lui. Il n'y avait pas de problème sur ce sujet majeur à l'UMP. Bon, Didier nous rappelait la nécessité de donner un ordre de priorité aux réformes. Est-ce qu'il fallait aujourd'hui rompre le consensus droite-gauche sur l'OTAN? Je pense qu'il était très important que le 3 et le 4 avril, on ait une position stratégique sur l'OTAN. Pourquoi? D'abord parce que moi je fais partie de ceux qui ont envoyé des soldats au feu. C'est une autre responsabilité quand vous êtes Premier ministre d'envoyer des gens au feu. Et je trouve que être ceux qui envoient
des soldats sur des théâtres d'opération. Être ceux qui donnent des moyens sans assumer toutes les responsabilités, je trouve ça quelque part un peu gênant. Et donc je trouve que notre responsabilité aujourd'hui, alors qu'on donne de plus en plus de moyens à l'OTAN et qu'on donne de plus en plus de soldats à l'OTAN, on doit être dans les lieux de décision. Donc je trouve cela cohérent. Pour la sécurité et pour l'aspect militaire, cette décision me paraît une nécessité. Je pense en plus que c'est une opportunité. Parce que je voudrais qu'on donne une chance à Barack Obama de changer un peu l'image de l'Occident par rapport à l'ère Bush. Je pense que Barack Obama a compris qu'il était porteur d'une grande espérance, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde, sur le rôle des États-Unis. Pendant très longtemps, on a vu les États-Unis opposer le bien et le mal, nous montrer un monde unipolaire, dans lequel la démocratie parfaite de l'Amérique irait se répandre partout, y compris en Irak, y compris dans le Grand Moyen-Orient, partout, avec un seul modèle politique. Moi, je suis pour la diversité culturelle, je suis pour un monde multipolaire. Je crois que Barack Obama peut comprendre ce discours. Ce sera difficile, il sera américain, évidemment, il défend les intérêts américains, donc je ne veux pas rêver sur une présidence Obama au-delà du raisonnable, mais je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui de partenaires des États-Unis, d'alliés des États-Unis, d'essayer de faire en sorte que l'Occident ne soit pas manichéen, que ce ne soit pas la lutte des civilisations, que ce ne soit pas ce choc-là des cultures, et qu'on puisse essayer d'avoir... plus en perdant notre singularité. Et je pense que en appuyant la démarche de Barack Obama et en faisant en sorte qu'il tienne compte lui-même de ce qu'est le pilier européen de l'OTAN et qu'il s'engage lui-même, et nous verrons au sommet de Strasbourg quelles seront ses déclarations, mais qu'il s'engage à soutenir les efforts de l'Europe pour nous doter d'une défense européenne. Si nous obtenons tout ça, je crois qu'on aura fait globalement une bonne affaire. Mais ça valait la peine de la tenter. Vous ne craignez pas qu'en faisant ce choix, Nicolas Sarkozy donne l'impression que pour lui, je veux dire, l'Occident, c'est les États-Unis, alors qu'aujourd'hui, on aurait envie de dire que c'est l'Europe, que c'est davantage dans ce sens-là qu'il faudrait orienter nos efforts? Je pense que, justement, puisque Nicolas Sarkozy fait de la défense européenne la condition pour être dans l'OTAN, je trouve que notre message est clair, nous voulons une défense européenne. Et je crois qu'il a raison de dire que jamais les pays de l'Union, du côté, dans notre flanc Est, qui nous ont rejoints en quittant le pacte de Varsovie, que ces pays-là n'accepteront jamais qu'on s'engage dans la défense européenne tant que la France sera ambiguë avec l'OTAN. Et donc il fallait lever cette ambiguïté pour obtenir leur adhésion à une politique européenne de défense. Ce n'est pas acquis, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire, c'est un préalable nécessaire, et je crois que c'est une décision importante. Cela dit, je pense que l'Alliance Atlantique est une alliance pour la France très significative pour notre sécurité. Mais il ne faudrait pas que le monde s'imagine que c'est notre seule alliance. C'est pour ça que je suis très attaché à ce que, peut-être à l'occasion du G20, il y ait une alliance pour ceux qui veulent refonder le capitalisme avec des positions réformatrices ambitieuses. Je suis pour que, l'après Kyoto, après la conférence de Copenhague, on ait peut-être aussi une sorte d'alliance là très importante. Et que c'est pour ça que je suis aussi très favorable à ce qu'on rétablisse nos relations avec la Chine pour bien montrer que nous ne sommes pas aujourd'hui dans le camp de l'Amérique contre le reste du monde, que nous sommes membres de plusieurs alliances, mais que, en ce qui concerne notre sécurité, nous sommes dans une alliance qui est dite l'Alliance Atlantique. Mais on ne réduit pas la France à une alliance. Karl ? Je reviens un instant sur la réforme constitutionnelle. Il était prévu que la moitié de l'ordre du jour soit laissée aux parlementaires. Or, on constate que pour le mois de mars, finalement, le Parlement a rétrocédé sa partie de l'ordre du jour au gouvernement en disant de toute façon, on n'est pas prêt, on n'a pas de texte. Mais finalement, ça fait depuis le mois de juillet qu'on sait que il va y avoir ce système. Comment ça se fait que personne ne soit prêt ? Parce que nous avons des textes du gouvernement qui sont en urgence, on a des textes lourds, une initiative gouvernementale qui est forte, et on attend des grandes réformes. La réforme de l'hôpital et un certain nombre donc que nous considérons comme des textes prioritaires. Et donc nous ne souhaitons pas faire des textes pour que ce soit les nôtres. On fait des textes pour la France. Et donc quand on a fait le programme avec Nicolas Sarkozy et qu'on s'est engagé sur une réforme de l'hôpital, on veut faire en sorte qu'il y ait ce texte, la réforme pour l'hôpital. Donc cette réforme constitutionnelle s'applique au 1er mars. Ne nous reprochez pas à la mi-mars d'être déjà en retard. Je pense qu'il va nous falloir 6 mois, 1 an pour bien faire vivre ce dispositif. Et donc, nous le ferons vivre. Mais ce qui est important, comme vous le dites, c'est que le Sénat travaille dès maintenant, en profondeur, avec la qualité de travail administratif qu'ont les services de l'État pour produire des textes à même niveau de qualité politique et administrative dans les mois qui viennent. Mais là, il ne s'agit pas d'une course d'urgence, il s'agit d'une course de qualité législative.
Parlons de l'Europe, vous l'avez évoqué. Gordon Brown vient d'apporter son soutien à José Manuel Barroso, que vous rencontrez, je crois, régulièrement. Vous êtes proche de lui. Nicolas Sarkozy, lui, sur la reconduction du président de la Commission européenne, s'est montré plus ambigu. Quelle est votre position, Jean-Pierre Raffarin? Écoutez, ma position, c'est celle d'être favorable à José Manuel Barroso. Nous en discuterons. Le président de la République a une responsabilité particulière sur ce sujet, mais je suis membre de l'UMP, je suis premier vice-président chargé de la politique étrangère de l'UMP, et je suis, en tant que membre de l'UMP, membre du Parti populaire européen, dont José Manuel Barroso est le candidat. Donc, c'est le candidat du PPE, c'est donc mon candidat. Mais il est clair que le président de la République a ses libertés. Ce ne sont pas les partis politiques qui désignent le président de la Commission, mais les partis politiques s'exprimeront. Moi, je suis un militant du PPE depuis toujours, avec Giscard, et depuis très longtemps. Je suis engagé avec la CDU, avec un certain nombre de partenaires européens, et donc j'ai connu beaucoup José Manuel Barroso quand il était Premier ministre, et simultanément avec moi, lui était au Portugal, donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'est un homme de qualité, je le respecte beaucoup, et donc... Est-ce qu'il n'a pas manqué de réactivité, de volontarisme à la tête de la Commission? C'est ce qu'on lui reproche à Paris, avec aussi une adhésion toujours trop forte, dit-on, aux thèses libérales. Bien, écoutez, je trouve que José Manuel Barroso a eu beaucoup de mérite, car il a eu, avec Nicolas Sarkozy, un travail très accéléré. Une formation accélérée aussi? Non, pas formation, parce que c'est un homme compétent. Non, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de très solide. Il a une vraie formation européenne, c'est quelqu'un qui a des vraies visions. Il a été à la hauteur de ce que lui demandait Nicolas Sarkozy. Leur tandem a très bien fonctionné, mais considérez quand même que passer de la présidence française à la présidence tchèque, pour le président de la Commission, ce n'est pas forcément évident. Et donc, il a aussi des difficultés à affronter. Mais je crois que c'est quelqu'un de solide. En tout cas, il a fait un travail au Parlement européen et avec les différentes présidences qui mérite, à mon avis, d'être reconnu au moins par sa famille politique, qu'est le Parti populaire européen. Vous portez un jugement si sévère que cela sur cette présidence tchèque, parce qu'il y avait eu effectivement une présidence française un peu en fanfare, mais... Écoutez, je trouve qu'on a un certain nombre de sujets qui traînent et sur lesquels il est important de pouvoir avancer, et notamment la coordination des plans de relance. Nicolas Sarkozy a donné une impulsion très très forte sur ce sujet, et il est évident que sans l'impulsion politique de la présidence, y compris pour l'Allemagne, y compris pour la France, y compris pour la Grande-Bretagne, mais tout le monde... Entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, il aurait pu y avoir une coordination sans passer par les Tchèques. Mais sans passer par la présidence de l'Union, c'est difficile après que la présidence de l'Union ait pris ce poids politique que lui a donné Nicolas Sarkozy. L'après-Sarkozy à l'Europe a changé. La présidence de l'Union existe. La performance de Nicolas Sarkozy, et je ne suis pas un Sarkozy de l'âtre, je regarde les choses lucidement, mais sa performance, c'est d'avoir créé, avant le traité, la fonction. C'est-à-dire qu'il a fait, là où les institutions traînent, il a fait avancer la politique. Et la fonction présidentielle, il l'a créée sans qu'elle soit institutionnellement aujourd'hui délibérée, puisque nous avons encore des référendums à gagner, notamment en Irlande. Donc, dans ce contexte-là, la présidente tchèque aurait un rôle à jouer parce que c'est la présidence de l'Union. Alors, évoquons la présidence de la République française, telle que l'exerce Nicolas Sarkozy. Alain Juppé déclarait dans l'Express la semaine dernière, un président sur tous les fronts, c'est peut-être ça le problème. Il s'est attaqué à tous les dossiers et sur tous les fronts. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique d'un ancien Premier ministre? Est-ce que vous feriez la même, vous qui avez connu l'expérience également de Matignon? Je sens quand même que plus je critiquerai Nicolas Sarkozy, et mieux ce serait pour cette émission. C'est difficile quand même d'être à la fois le premier vice-président de l'UMP et systématiquement de vouloir critiquer le président de la République. On comprendrait bien. Donc, d'abord, sur Alain Juppé. Vous lui parlez franchement, oui, très franchement. Nicolas Sarkozy. Très franchement, oui, ça. Très franchement. Ce sont des questions que vous abordez aussi avec lui. Alors d'abord, je suis content qu'Alain Juppé revienne sur la scène avec un excellent livre, qui a du fond, qui a des engagements, et je trouve qu'on a besoin d'Alain Juppé dans le débat politique national et international. Est-ce qu'un poste ministériel au gouvernement, vous souhaiteriez... Ça le regarde, mais moi je pense qu'il a sa place dans les sommets de nos institutions, au niveau français, au niveau européen. Il a les compétences, il a l'expérience, il a l'auteur de vue, il a la pertinence de l'intelligence. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Pour le reste, c'est à lui d'une part, et c'est au président de la République, d'autre part, de décider quelle place il peut assumer. Voilà pour Alain Juppé. Maintenant, sur son diagnostic de la présidence Sarkozy. Bien écoutez, je pense que le président, en effet,
est souvent surexposé parce que le gouvernement ne le protège pas suffisamment. Et c'est vrai que globalement, on a le sentiment que le président doit répondre de tout dans le pays. Alors c'est vrai qu'il assume complètement je dirais cet ordre du général de Gaulle. Le président de la République est l'homme en charge de l'essentiel, donc il considère ça comme son devoir, et donc il se doit d'être en charge de l'essentiel. Donc il traite de tous les sujets importants, mais comme le gouvernement est un peu en retrait, comme un certain nombre de ministres sont aussi en retrait, finalement, ils portent la proposition. C'est leur faute à eux, c'est-à-dire que c'est parce que le gouvernement ne le protège pas suffisamment que Nicolas Sarkozy est exposé, ou c'est parce qu'il ne donne pas au gouvernement les moyens et la possibilité de jouer son rôle? Je pense que le gouvernement doit pouvoir faire entendre sa voix et que les ministres doivent faire entendre la voix très rapidement. J'approuve Éric Woerth sur le bouclier fiscal, mais il ne faut pas traîner dans des sujets comme cela. Quand il y a débat dans la majorité, le ministre en charge, il doit venir clore et non pas mettre de l'huile sur le feu. Clore un débat et le faire avec autorité, détermination. Éric Woerth vient de le faire. Il y en a trop qui traînent, c'est ce que... Je trouve que quelquefois, la réponse de l'exécutif est tardive. Et dans la deuxième partie du quinquennat, l'acte 2 du quinquennat, comme vous dites, il doit y avoir un autre équilibre au sommet de l'État entre le président et le gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement. Je pense que on va basculer à un moment que nous ne connaissons pas, ni vous ni moi, de la période post-2007 à la période pré-2012. Ce qu'on peut prévoir, c'est que ça va se passer entre les européennes et les régionales. Ça commence, là. À un moment, moi j'ai vécu ça à un moment très clair, à la fin de l'année 2004. D'un seul coup, on perd la référence de départ, on ne parle plus du programme du président, des engagements du président, on ne parle plus on regarde ce qui va se passer le coup d'après. Donc il y a un moment où ça bascule. Tout bascule. Et donc la stratégie bascule. Et ce qui est très intéressant, je pense, c'est que quand on regarde les présidents ou les premiers ministres européens, on s'aperçoit qu'à peu près tous font leur projet, leur programme en 2 ans et demi. Disons que ce qui n'est pas fait, c'est que c'est pas faisable, c'est qu'il y a un problème. Mais globalement, les mesures auxquelles ils y tiennent, les engagements principaux, ils l'ont fait dans les 2 ans et demi, 3 ans. Et donc il faut renouveler le message. Et donc je pense que nous aurons, dans l'année qui vient, à un moment, Nicolas Sarkozy qui reformulera un message pour les 2 dernières années du quinquennat sur la nouvelle forme de la croissance. Il ne pourra le faire que quand il apercevra la fin de la crise. Mais cette croissance qui est une croissance qui sera plus écologique, qui est une croissance plus sociale, sur les problèmes de société, sur la place de la famille, sur un certain nombre de sujets importants, sur l'Europe, sur un certain nombre d'autres grandes questions, il aura à s'exprimer. Je pense que, comme toujours, dans ce type d'élection présidentielle, il y a un deuxième souffle qui arrive dans le quinquennat. Ce deuxième souffle, il arrivera au plus tard 2 ans avant l'élection. Toutes les voix autorisées de l'Élysée nous disent aujourd'hui il faut poursuivre les réformes. Là, vous nous dites non, elles vont s'arrêter naturellement lors de ce moment de bascule. Non, je dis pas qu'il faut arrêter les réformes. Je dis qu'à un moment, d'autres thèmes et d'autres termes de réforme vont apparaître. Je pense que le programme de réforme de 2002 sera renouvelé au cours de l'année 2010, probablement, je ne sais quand, ce programme sera renouvelé, d'autres réformes. Je ne remets pas en cause la stratégie de la réforme permanente qui est celle de Nicolas Sarkozy. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu des thèmes de la première phase, il y aura des thèmes de la seconde phase. Alors, d'autres questions sur les changements. Vous avez borné la phase 2 à des européennes du mois de juin et les régionales de 2010. Pour les européennes, quel serait un bon score pour l'UMP selon vous, sachant qu'en 2004, le parti avait fait 16% et quelques. Et deuxième question, pour les régionales de 2010 en Ile-de-France, il y a un duel entre Valérie Pécresse et Roger Karoutchi pour l'UMP. Pour les primaires, vous êtes plutôt Karoutchi ou plutôt Pécresse? Écoutez, ça fait beaucoup de questions. Je vais commencer la première. Karoutchi, Pécresse. Je suis premier vice-président, je ne prends pas parti. J'ai travaillé avec Valérie Pécresse, c'est une fille de grande qualité. Je pense qu'elle peut gagner contre Huchon. Je connais bien Roger Karoutchi, c'est un bon ministre des relations avec le Parlement. Il a été un collègue. Je sais qu'il peut gagner avec les militants. C'est-à-dire qu'ils ont l'un et l'autre leur force et leur atout. Donc ça, je ne veux pas prendre parti. Mais l'un a une grande expérience de l'intérieur, l'autre a un projet pour l'extérieur. Comment les choses vont s'arbitrer, je laisse les... Le score des européennes. Le score des européennes, à mon avis, il faut être devant le Parti socialiste.
Nous sommes dans un match politique et que dans le match politique, il faut chercher à être devant le Parti socialiste. Vous pensez que vous le serez? Ben, écoutez, il faut tout faire pour faire ça. Mais, compte tenu des divisions du Parti socialiste, compte tenu de ce qu'est devenu le Parti socialiste aujourd'hui... Je suis d'accord qu'il vous aide beaucoup, mais l'électorat n'est pas le parti. C'est déjà pas mal, et je ne désespère pas de Mme Royal pour continuer à nous aider. Est-ce qu'il ne faudra pas additionner l'ensemble des voix qui se sont portées sur les partis de gauche? Parce qu'au fond, ça pourra être aussi un révélateur. Certes, le PS fera peut-être un score, on ne sait pas lequel il sera, mais il y aura à côté le NPA, Mélenchon, peut-être même Bayrou, qu'il faudra additionner, qui seront des oppositions à l'UMP. Ça, ce sera la donne du deuxième tour d'élection présidentielle. Pour le moment, il y a deux partis de gouvernement, le parti UMP au centre et à droite, le parti socialiste qui se cherche, c'est les deux compétiteurs, ce sont les deux colonnes vertébrales qui prétendent à être la majorité. Après, on verra avec qui il faut les agglomérer. Ça se fera au deuxième tour d'élection présidentielle. Pour les élections européennes, quel est le parti qui est devant? Est-ce que c'est le Parti socialiste européen, le PSE, ou est-ce que c'est le Parti populaire européen dont l'UMP est membre? Au Parlement européen, qui aura la majorité? Et je souhaite que le PPE ait la majorité. Dans l'acte 2 du quinquennat que vous évoquez, Jean-Pierre Raffarin, quand est-ce qu'on fait entrer des poids lourds dans le gouvernement pour pallier certaines faiblesses que vous évoquez? Et quand est-ce qu'on change de Premier ministre? Écoutez, le Premier ministre n'étant pas usé, la question de son changement ne me paraît pas... Qu'on s'en est pas servi, c'est pour ça qu'il n'est pas usé. Écoutez, je vous dis qu'il n'est pas usé, donc la question de son départ n'est pas aujourd'hui posée. Donc c'est au Président de la République à répondre à ces questions. Que pensez-vous des premiers mois de la présidence Larcher, vous qui étiez également candidat pour la présidence du Sénat? Comment est-ce que vous jugez les réformes lancées, les économies, la réorganisation du travail parlementaire? On en parlait au cours de cette émission. Je trouve qu'on a bien avancé. Je trouve que Gérard Larcher a pris possession de la fonction. Je trouve que les réformes pour la transparence ont progressé. Je pense que nous avons beaucoup de travail à continuer à faire dans notre règlement, dans notre fonctionnement interne. Je pense que c'est là où les choses ne sont pas suffisamment élaborées, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous tous. Le statut de l'opposition, bien sûr, mais voir comment la majorité peut participer quand elle n'est pas membre de la commission. Il y a beaucoup de changements qui sont engagés dont on n'a pas mesuré les conséquences sur la vie pratique. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, un parlementaire de la majorité, sa capacité d'amendement est globalement assez faible s'il n'a pas déposé ses amendements en commission auparavant. Donc il est là en séance plénière et il est là pour écouter la gauche déposer des amendements, puisque la plupart des amendements de la majorité sont ceux de la commission. Donc la plénière devient lassante, et donc je crains l'assiduité si les plénières sont lassantes. Donc je pense qu'il faudra travailler. La question majeure du Parlement aujourd'hui, c'est comment rendre les séances plénières intéressantes, interactives, vivantes, qui passionnent les parlementaires. Voilà. Allez, tout dernier mot, Jean-Pierre Raffarin, sur Benoît XVI. Dont les déclarations sont toujours controversées, en voyage en Afrique, à peine arrivé, il a abordé d'emblée la question du sida, et dans l'avion, il a contesté l'efficacité du préservatif. Comment ça vous fait réagir? Écoutez, dans un pays qui est dévasté, dans un continent qui est dévasté par le sida? Je fais partie des catholiques qui s'interrogent. Il y a eu plusieurs déclarations ces derniers jours qui sont pour nous difficiles à comprendre. Je mesure bien quel est le rôle historique qu'a le pape. Je respecte la ligne qui doit être la sienne. Mais quand j'entends Monseigneur Di Falco prononcer un message plus ouvert, je me dis que je suis content de voir un évêque de France pouvoir... Falco n'est pas le seul à avoir critiqué les récentes décisions, ou en tous les cas les derniers choix approuvés par le Vatican. Merci à tous, bonsoir. Bonsoir.